Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Parlons culture. Oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Parlons queer. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'êtres. Produit par Tilt. Effectivement, une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice. En fait, on a la charge de penser en permanence la question raciale, charge dont les personnes blanches sont dispensées. Bonjour et bienvenue dans les studios de Canal Sud 92.2. Il est actuellement 10h et on est en direct pour l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Une émission mensuelle produite par l'association Tilt basée à Toulouse. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux souvent laissés de côté. On y parle de tout ce qui nous hérisse le poil ou qui nous fait vibrer. Un espace pour inviter les personnes concernées et les professionnels travaillant dans ces domaines à s'exprimer. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique, animés avec douceur, radicalité et ressources. On a fait une petite pause hivernale et nous voilà de retour avec une grande nouveauté dont on est sacrément fiers. Un jingle, vous l'avez entendu juste avant que je parle. Merci Joe pour ce taf. L'émission d'aujourd'hui est dédiée au racisme d'État, aux violences policières et aux centres de rétention administrative. Dans cette émission, certains sujets sensibles peuvent être abordés comme le racisme systémique ou ordinaire, les violences, le harcèlement, les agressions ou le suicide. Pour cette émission, on a la chance d'accueillir 2 militants du TAC, le collectif Toulouse Anticra. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci à Claire, notre super régisseuse. Avant de plonger dans le sujet, Jo, est-ce que tu aimerais te présenter ? Oui, salut, moi c'est Jo, je fais partie de l'équipe de Tilt et je suis cofondateur de ce podcast. Je suis une personne blanche, valide et queer et mon travail porte sur l'accompagnement des conflits à travers la médiation et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et des discriminations, en particulier dans les milieux festifs. Merci, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Amy, cofondatrice de Tilt et de ce podcast. Je m'identifie comme queer, afrodescendante et valide. Je suis coordo et formatrice pour Tilt et je travaille principalement autour de la prévention des VHSS et des enjeux liés à l'antiracisme à travers des ateliers, des formations, des conférences et, of course, ce podcast. Comme je disais en intro, aujourd'hui, on va parler de racisme d'État, de violences policières et de centres de rétention administrative, qu'on appelle aussi CRA. Un CRA, c'est un centre où sont enfermés, retenus, des personnes étrangères qui sont en attente d'une décision de l'administration française pour être soit expulsées et renvoyées dans leur pays d'origine, soit être libérées. Je vous laisse la parole si vous voulez compléter la définition et est-ce que vous pourriez nous présenter le TAC et vos actions et nous dire à qui est-ce qu'elles s'adressent. Bien sûr. Mais peut-être qu'on peut redonner quelques précisions sur les CRA. Donc, comme tu le disais, nous on parle de prison ou de camp, pour personnes étrangères qui sont considérées comme sans papier ou à qui même on a enlevé les papiers dans l'objectif de les déporter. Au début, dans les années 80, la durée maximale c'était 6 jours de rétention. Aujourd'hui, on est à 90 jours, donc 3 mois. Il faut savoir qu'il y a des projets de loi qui visent à rallonger à 210 jours. Donc pour le moment, il y a eu des blocages, mais il y en a un nouveau là depuis décembre, donc qui vise vraiment à prolonger jusqu'à 210 jours la durée de rétention. C'est de la rétention administrative, donc qui est pas de la rétention judiciaire. Effectivement, ça vise à expulser, à déporter les personnes enfermées, mais pas seulement, parce qu'en fait, il y a quand même un pourcentage assez faible de déportation par rapport au taux de personnes enfermées, donc ça vise aussi tout simplement à punir et à mater. Donc vraiment dans un système de racisme d'État. Et puis on peut aussi donner quelques chiffres, c'est toujours intéressant. En 2024, on parlait de 40 000 personnes enfermées dans les centres, 16 228 dans l'Hexagone et 24 364 en Outre-mer,
dont plus de 22 000 à Mayotte. Donc Mayotte, c'est plus de la moitié de l'enfermement dans les CRA en France. Donc voilà, il y a actuellement 25 CRA sur le territoire, 4 en Outre-mer, avec un peu presque 2000 places au total. Voilà, c'était pour faire un petit point. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ou... Et l'objectif, je crois qu'on en parlera après, l'objectif c'est d'en construire 11 nouveaux oui. Pour atteindre 3000 places en 2029. Du coup, pour revenir à Toulouse Anti-CRA, donc nous on se définit comme un collectif anti-carcéral, anti-impérialiste, antiraciste. Le collectif s'est créé en 2020, donc on lutte pour l'abolition des centres de rétention, contre le racisme d'État. L'idée c'est de soutenir les luttes des personnes à l'intérieur, de faire du lien entre l'extérieur et l'intérieur des CRA. Et donc pour ça on a un peu différents pardon si je parle trop on a un peu différentes choses. Ça commence par soutenir les personnes donc matériellement, donc déjà aller faire des visites dans les centres de rétention, donc on va au parloir et on peut apporter plusieurs choses, à manger, de la nourriture, des clopes, des vêtements. Donc voilà, ce genre de choses. Il s'agit aussi bien sûr de faire sortir les témoignages, c'est quand même une partie assez importante. Et on peut évoquer dernièrement une vidéo qui avait été filmée le soir de Noël par plusieurs détenus du centre de rétention et qu'on a diffusé du coup suite à leur demande et qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, où voilà, ils avaient des revendications assez simples, et on nous traite comme des chiens et on comprend pas ce qu'on fait là, et voilà, libérez-nous déjà, et pour commencer. Donc l'objectif c'est bien sûr de faire connaître les centres de rétention. Donc ça va être d'informer aussi sur les droits des étrangers, aussi les personnes qui sont enfermées. Donc bon, faut savoir qu'il y a des associations à l'intérieur des CRA comme la CIMAD, mais nous on fait aussi le relais. Souvent ils ont des questions sur leur dossier médical, les papiers, qu'est-ce que je peux faire, aussi leur trouver des avocates, ce genre de choses. On les soutient, on soutient les grèves de la faim, lutte contre la déportation. Récemment aussi, on a pas mal visibilisé autour d'une personne qui, pour lutter contre sa déportation, avait avalé des piles de télécommande. Et voilà, qui n'a bien sûr pas été pris en charge médicalement, voire même a été enfermé, frappé, privé de nourriture. Donc voilà, on essaie de visibiliser ça. On va aussi les chercher des fois à la sortie des CRA, parce qu'il faut savoir qu'ils peuvent être ils sont lâchés des CRA à n'importe quelle heure, sans téléphone, sans argent. Le CRA de Toulouse, Cornebarieux, il est vraiment à proximité de l'aéroport, ce qui est pas un hasard bien sûr. Et du coup voilà, ils se retrouvent sans et en fait on peut être enfermé dans un CRA et venir les personnes qui sont enfermées à Toulouse ne viennent pas forcément de Toulouse, donc sont souvent éloignées de leur famille, d'amis, donc ont vraiment aucune ressource à la sortie du CRA. Donc il s'agit des fois de leur trouver un logement, de payer le billet d'avion, voilà, ce genre de choses. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce qu'on peut faire à Toulouse Anti-CRA. Pour nous, ce lien avec les luttes anticolonialistes et anti-impérialistes est nécessaire pour comprendre comment justement l'impérialisme occidental organise la gestion de l'immigration et la militarisation des frontières. Également aussi, on essaie de s'inscrire aussi dans les luttes évidemment contre les crimes policiers, en participant notamment à l'organisation des manifestations annuelles et nationales contre les violences d'État qui ont lieu en mois de mars en général. On milite aussi, on s'organise aussi avec des collectifs qui militent contre la France-Afrique, contre la colonisation de la Kanaki, contre la colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Voilà. On a par exemple participé à l'été dernier à l'organisation de la marche pour la libération des prisonniers sahraouis. Merci beaucoup, c'est très clair. Et puis de toute façon, au fil de l'émission, on va avoir l'occasion de plus aller en détail. Perso, moi j'ai découvert l'existence des CRA il y a pas si longtemps que ça. On reviendra sur le pourquoi on les connaît si peu dans la partie 2 avec Joe, mais du coup, je me suis demandé d'où venaient les CRA, les centres de rétention administrative, et ce que j'aime bien faire pour comprendre les choses dans leur globalité, c'est aller regarder ce que nous dit l'histoire. Évidemment, pas n'importe quelle histoire. Toujours pas celle qu'on nous a appris à l'école, mais plutôt celle qui est invisibilisée, celle que les dominants ont pas trop envie qu'on raconte. C'est parti pour un tour d'histoire en accéléré. On commence en 1664 à la création de la Compagnie des Indes occidentales, une entreprise maritime et coloniale française qui permettait d'établir des plantations dans les colonies et d'organiser l'importation d'esclavisés pour travailler dans ces plantations.
20 ans plus tard, en 1685, est promulgué le Code noir, qui est un ensemble de lois qui régissait l'esclavage dans les colonies et qui avait pour but de systématiser le régime de violence appliqué aux esclavisés, pour maintenir l'ordre public dans les colonies. Ce fameux ordre public dont on entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Dans ce règlement colonial, les esclavisés sont considérés comme des meubles et sont explicitées toutes les punitions et techniques de torture qui doivent être appliquées s'ils osent se rebeller. Breaking news, en 2026, ce code est toujours pas abrogé. On va faire un saut de 100 ans et pendant ce siècle, tout un tas de mecs blancs qui se prennent pour de savants scientifiques inventent des théories racistes pour justifier la colonisation et l'esclavagisme. Et on arrive en 1777. L'esclavagisme bat son plein et il faut bien s'organiser. Du coup, le roi Louis XVI fait adopter une déclaration pour la police des Noirs, qui étaient des règles spécifiques régissant la présence des Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur. Cette troisième et dernière version de la loi visait à contrôler l'entrée et le séjour des personnes racisées, se basant exclusivement sur la couleur de peau. Cette déclaration prévoyait aussi la création de 8 dépôts de Noirs situés dans des villes portuaires. Pour vous expliquer ce qu'était le dépôt des Noirs, on écoute la chercheuse Shandiva Banerjee dans Opsite, le podcast de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. À vouloir donc étudier ce lien entre métropole et liberté et à essayer de comprendre comment, avec des déclarations comme la déclaration pour la police des Noirs de 1777, ce principe de liberté a été renié. Et il y a plusieurs mesures de contrôle qui sont mises en place à ce moment-là, notamment la création des dépôts des Noirs que j'ai eu l'occasion d'étudier en Master 2, qui sont donc des lieux d'enfermement temporaire qui ont été créés dans 8 ports de métropole, qui visent à consigner d'une certaine manière les esclaves et même les personnes libres qui viendraient en métropole avec leur maître ou autrement dans des prisons du royaume jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés directement dans les colonies, donc pour qu'ils ne puissent pas pénétrer sur le sol de France et donc pas bénéficier d'une potentielle libération s'ils sont esclaves. Dans cette capsule, on entend la chercheuse historienne Shandiva Banerjee nous parler des mesures de contrôle mises en place en 1777 et notamment des dépôts des Noirs qui sont des lieux d'enfermement provisoires. Quand j'ai découvert l'existence de ces dépôts, j'ai directement pensé au CRA. La structure et la fonction sont très similaires. J'ai rien trouvé qui faisait le lien entre ces deux structures, mais ça me semble assez évident que les dépôts des Noirs sont une sorte d'ancêtre des CRA. Je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que vous connaissiez l'histoire coloniale sous cet angle? Et peut-on, selon vous, faire un parallèle entre l'histoire coloniale que je viens de décrire et les parcours des personnes que vous soutenez? Oui, la réponse est oui. Effectivement, le code noir d'abord et ensuite le code de l'indigénat ont des codes d'exception qui ont organisé une gestion spécifique des populations. Et le CESEDA, qui est le code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, est aussi un code d'exception. Et voilà. Et donc le lien avec notamment le code de l'indigénat est pour nous évident, et pas que pour nous. Il y a notamment la FASTI qui a fait ce travail là-dessus, la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, que vous pouvez retrouver sur leur site, où effectivement il est expliqué que comme le code de l'indigénat, le CESEDA va instaurer la limitation de circulation, l'enfermement administratif et les déportations. Donc ce lien effectivement avec ce que tu viens de dire concernant le code noir d'une part, parce que c'est un code d'exception, voilà, qui va organiser et gérer une certaine population, on peut faire ce lien. Alors évidemment, c'est de nature différente, hein, évidemment, on va pas comparer, mais voilà, en tous les cas, il y a vraiment des liens avec le code de l'indigénat.
Rapidement, juste dire ce qu'est le CESEDA. Le CESEDA, donc comme je viens de dire, c'est le Code d'entrée et de séjour des étrangers demandeurs d'asile. Il va reprendre, il a été créé en 2005, mais il reprend l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui avait été déjà instaurée pour maîtriser l'immigration en fonction des besoins de la main-d'œuvre. Donc c'est l'occasion de rappeler que l'immigration a toujours été une variable d'ajustement pour l'économie française. Donc voilà, avant les années 60, la France a eu besoin de travailleurs qu'elle a amenés par contingent depuis les colonies du Maghreb et d'Afrique. Et puis depuis les années 70, des politiques anti-migratoires ont été mises en place, et donc sous prétexte de crise économique. Et finalement, en s'appuyant sur les préjugés hérités du colonialisme, pour désigner les Arabes, les Noirs comme violents, violeurs, fraudeurs, profiteurs, et qui auraient du mal à s'intégrer à la société française. Rapidement, donc le CESEDA, juste pour finir là-dessus, c'est devenu un empilement de lois, parce que même le Conseil d'État le trouve illisible. Et par exemple, c'est 30 lois qui ont été votées entre 1980 et 2024. Donc ça fait une loi raciste tous les 17 mois, donc pour réprimer les personnes étrangères. Et pour finir, juste un point sur répondre encore à ta question. Quand on parle d'ECRA, on doit obligatoirement parler de Mayotte, comme l'a dit le camarade tout à l'heure, parce que Mayotte représente à elle seule 72% des expulsions, 55% des enfermements. Pour rappel, Mayotte, c'est un département colonial qui fait partie de l'archipel des Comores et qui est resté illégalement française à l'indépendance des îles en 1975. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que les expulsions à Mayotte se font à une échelle industrielle. Donc souvent, on entend parler de Mayotte quand il y a des opérations Wumbushu, de dégazage, quand il y a eu le cyclone Chido, c'est l'occasion de mettre en place des lois encore plus répressives de surveillance pour pouvoir expulser les Comoriens, qui sont au final chez eux, mais ils n'ont pas le droit de venir depuis l'instauration du visa Balladur en 1995. C'est près de 50% de la population à Mayotte qui est étrangère, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On a une brochure sur cette question-là. Juste sur le continuum colonial, c'est aussi Mayotte, c'est pour dire qu'il y a un droit dérogatoire qui permet de ne pas avoir les mêmes lois que dans l'Hexagone, normalement, notamment le droit du sol, qui est aujourd'hui, pour pouvoir, un enfant qui est né à Mayotte, pour pouvoir avoir la nationalité, il faut que ses deux parents soient résidents en France depuis 1 an. Ça, c'est depuis mai 2025. C'est une nouvelle loi. Il y a énormément de dérogations sur l'enfermement des enfants, par exemple. La loi Asile-Immigration a interdit l'enfermement, la loi Asile-Immigration de 2024 seulement, a interdit l'enfermement des enfants dans les CRA, sauf à Mayotte. Pour Mayotte, c'est prévu, si tout va bien, en 2027. Mais enfin, ça reste à voir encore. Voilà, il y a plein de dérogations, et le régime dérogatoire, c'est quelque chose qui est dans la Constitution française, puisqu'il permet d'avoir des lois différentes pour les colonies. Et oui, et du coup, on peut vraiment faire ce parallèle. En fait, déjà, pendant l'esclavage, dans les années 1700, c'était pas les mêmes lois qui régissaient l'Hexagone et qui régissaient les colonies. Et du coup, en fait, on est aujourd'hui encore dans cette dynamique d'après ce que t'expliques, quoi. Pour continuer la réflexion autour de l'histoire coloniale et des violences policières, on va s'intéresser à l'histoire de la police. Pour préparer cette partie, je me suis basée sur le livre de Mathieu Rigouste, La domination policière, qui a fait un énorme travail d'enquête sociologique et historique de la police. Donc on estime à 1254 le premier modèle de police moderne. En gros, c'était 25 policiers à cheval, chargés de surveiller Paris la nuit, aussi appelé le guet royal. Accéléré de 400 ans, on l'a vu tout à l'heure, 1685, promulgation du Code noir, et 1777, déclaration pour la police des Noirs. À ce moment-là, la police des esclavisés, c'est un des éléments les plus importants de la colonie.
Dans cette déclaration, le terme police désigne le système de règles qui est mis en œuvre pour contenir les différentes formes de résistance à l'esclavage, d'indiscipline et d'insoumission, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est donc tout un système qui est mis en place pour contrôler et contraindre tous les corps considérés comme noirs, mulâtres ou de couleur. Et dans la déclaration, on peut aussi lire « Il est nécessaire de contenir les nègres libres et esclavisés dans la subordination ». À partir de cette époque, on voit que la France développe et fait évoluer ses organes de police en fonction de son expansion coloniale, pour éteindre les résistances et maintenir l'ordre racial en place. Dans les années 1930, au moment de la guerre d'Algérie, il existait officiellement une police des colonisés, la brigade nord-africaine. Elle recrutait une partie de son personnel parmi les administrateurs ou fonctionnaires en poste en Algérie, et cette brigade quadrillait, entre guillemets, les quartiers musulmans de Paris et y opérait des raids, des rafles et alimentait des fichiers de surveillance politiques et sociaux. C'étaient les mêmes policiers qui étaient formés et formatés par la guerre d'Algérie, qui étaient en charge de concevoir et d'encadrer les différentes brigades qui se sont développées dans les années 60-70, utilisant les mêmes violences, les mêmes techniques de torture et d'asservissement. C'est important de pouvoir faire ce lien entre histoire coloniale, dépôt des Noirs, histoire de la police et violence policière pour comprendre que c'est tout un système qui a été créé pour dominer les corps des personnes racisées. La maîtresse de conférence Mame Fatou Niang parle de fabrique de l'étrangisation. On écoute Mame Fatou Niang sur le plateau d'Histoire crépue pour la table ronde « L'antiracisme peut-il sauver la France ?» Moi, j'ai trouvé ça très intéressant en 2020, en 2018, mais c'est pas possible. Il y avait 3 petites mamies. Moi, il y a 2 histoires qui m'ont vraiment marqué pendant les Gilets jaunes. C'est 3 mamies qui descendent de Bordeaux, qui se font, excusez-moi, marager, et les gens sont choqués parce qu'ils voient leur mamie. Et de se dire, mais c'est pas possible, la police française ne peut pas ressembler, parce que c'est une mamie, on voit une personne. Deuxième exemple, sur BFM TV, un journaliste qui est complètement halluciné parce qu'on a tiré au flashball sur les Champs-Élysées. Et il dit, mais les flashballs, mais c'est pas possible, c'est quelque chose qui est réservé aux banlieues françaises. Donc nos corps, nos endroits, que ça soit la Guyane, la Guadeloupe, le Sénégal, les colonies, puis les banlieues, ont été des laboratoires, et ils ne le comprennent pas. Où sont exercés, où sont entraînés les éléments de contrôle du corps central. Mais ce qui manque, c'est que les mêmes personnes qui vont s'insurger parce que on est en train de dénucléer la moitié de la France en 2018 vont te dire, mais pourquoi Naël ne s'est pas arrêté? Pourquoi Adama a couru? Parce qu'il n'arrive toujours pas. Il y a quelque chose de cette association et de voir l'autre comme mon petit frère potentiel, comme ma nièce potentielle, de la même manière que j'ai vu ces 3 mamies battues dans le métro comme mes mamies. Ça, ouais. Et ce qui manque, c'est la possibilité de voir l'autre comme moi. Et la seule solution, c'est de revenir à la fabrication de cette étrangisation. À quel moment on est arrivé dans notre histoire à fabriquer l'autre comme quelqu'un qui ne peut pas être moi? Et la seule façon de le faire, c'est revenir à l'invention de la question raciale au XVIe siècle. Comment on revient à l'Église? L'Église va justifier le fait qu'on peut mettre des gens en esclavage et ne pas avoir à se justifier. Dans cette capsule, on entend la professeure Mame Fatou Niang, spécialiste des études noires, de l'antiracisme et de l'universalisme français, nous parler de l'absence d'empathie envers les corps racisés, dominés et violentés par l'État et par la police. Elle parle aussi de laboratoires d'exercice de contrôle, qui est une thématique aussi que Mathieu Rigouste aborde énormément, notamment dans son dernier documentaire dont j'ai mangé le nom là tout de suite. Mais je me tourne vers vous. Est-ce que vous aimeriez déjà réagir à cette capsule? Et sinon, aujourd'hui, qui sont les personnes enfermées dans les CRA et quelles sont leurs revendications et celles de votre collectif? Ce qui a été dit est très très clair, mais est-ce qu'on... juste rajouter que la déshumanisation des personnes racisées, ça fait partie du paysage politique et médiatique. C'est l'héritage colonial, tout simplement, qui est toujours présent dans le, on va dire, je sais pas comment on dit, l'inconscient. C'est des choses qu'on retrouve de façon très très claire dans les mots des témoignages, les mots des personnes, les propos que les personnes tiennent quand elles disent
on nous traite comme des chiens. Je pense que voilà, ça résume tout. Puis je sais pas si on allait en parler plus tard, mais c'est vrai que comme tu as évoqué aussi le cas de l'Algérie, et nous, l'année dernière, pour notre soirée de soutien, on avait fait une table ronde où on parlait du continuum colonial. On prenait le cas de l'Algérie et de la Palestine, où donc en Algérie, pendant la colonisation, l'enfermement administratif a été, ça a permis d'explorer notamment ça. Pareil, l'assignation à résidence qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui permet un prolongement. En fait, des fois les personnes sont libérées du CRA à la fin des 90 jours ou même avant, et vont être assignées à résidence. C'est pour que l'État les ait sous la main pour pouvoir quand même les déporter. Il y a toujours les démarches qui sont faites pour avoir des laissez-passer consulaires et pouvoir les expulser. Et ça, pareil, ça a été expérimenté par l'Empire belge dans les colonies. Donc, comme tu dis, ça a vraiment été des terrains d'expérimentation. Bien sûr, la colonisation, les guerres, comme Mathieu Rigouste le dit très bien, pour ensuite mettre au point des choses qu'on va retrouver plus tard dans l'Hexagone. Pour cibler toujours certaines populations, bien entendu. Et je sais pas si vous, pareil, on peut-être évoqué le hangar d'Arenc, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Je sais pas si vous avez prévu ou parce que nous, c'est ce qu'on mettait aussi en avant dans le continuum colonial. Et on a évoqué tout à l'heure le dépôt des Noirs et le hangar d'Arenc. On estime aussi souvent que c'est peut-être l'ancêtre des CRA, mais comme tu dis, en fait, ça remonte sans doute aussi à bien plus loin et tout s'inscrit dans un continuum. C'est donc un hangar au port de Marseille. C'est suite à l'indépendance de l'Algérie, donc suite aux accords d'Évian qui permet la libre circulation entre l'Algérie et la France, mais bien sûr pour que les Français puissent continuer aussi à profiter de leurs intérêts économiques, ça va surtout dans un sens. Donc il y a une arrivée massive d'Algériens et au port on va commencer à les trier parce qu'on se dit qu'il y en a trop et ça va être en créant aussi des catégories. Donc au départ ça va être les inaptes au travail, donc il y a vraiment un examen médical et ceux qui sont jugés inaptes au travail sont donc vite, il va y avoir une solution d'urgence, donc on va libérer un hangar et on va les parquer dans le hangar en vue de les expulser. Ensuite, ça va être les oisifs, ensuite les faux touristes, il va y avoir tout plein de catégories comme ça. Et puis ensuite, ça va plus toucher que les Algériens, mais les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais, etc. C'est des personnes qu'on va parquer. C'est un lieu qui est géré totalement illégalement par la préfecture des Bouches-du-Rhône, mais le ministère de l'Intérieur est totalement au courant à l'époque. Donc c'est une pratique complètement illégale qui va durer pendant des années jusqu'à ce que ce soit en 75 que plusieurs personnes vont porter plainte sous X avec l'aide d'avocats militants. On va découvrir, ça va être donc mis au grand jour. Il s'est passé ça. Donc bien sûr, l'opinion publique est dans un premier temps choquée, mais en fait en 82, ça va être légalisé. Le hangar d'Arenc ne ferme qu'en 2006. Et donc, comment une pratique à la base illégale va ensuite être tout simplement légalisée par l'État pour qu'elle puisse se perpétuer, malgré le fait que c'est lunaire au début, ce qui s'y passe. Et puis ce basculement, je me dis, entre ça choque l'opinion publique et comment tu arrives à le rendre acceptable et à le légaliser pour au final en faire une norme à un moment donné. Oui, je dis ça choque, mais en fait, ça choque qui? Je pense que... Nous. En fait, peut-être pas tant. Juste pour rebondir sur ce que le camarade vient de dire, c'est en fait il y a une fabrication de déshumanisation qui se fait en fait depuis le XVIe siècle, en fait depuis la création de la Compagnie des Indes occidentales, depuis le début de l'esclavagisme en France, et en fait ensuite il y a eu toutes les lois, toutes les théories scientifiques racistes, et en fait petit à petit, et va s'installer dans l'imaginaire collectif que les corps des personnes racisées valent moins. Et donc, on en vient à accepter des choses telles que le hangar d'Arenc, qui sont des choses absolument abominables. Et aujourd'hui, en fait, les conditions de vie des personnes enfermées dans les CRA sont aussi vraiment violentes ou insalubres, au point que parfois certaines personnes disent en fait moi j'en peux plus, c'est la 3e fois que je suis enfermée, je veux rentrer chez moi, j'ai donné mon passeport cette fois-ci et je veux partir. Ou des personnes qui vont attenter à leur jour, comme tu disais tout à l'heure, cette personne qui a avalé des piles pour ne pas être renvoyée dans son pays d'origine. Alors, les personnes enfermées dans les CRA, dans les centres de rétention,
c'est des personnes qui sont sans titre de séjour ou à qui on a enlevé le titre de séjour ou qu'on ne veut pas renouveler. Donc c'est des travailleurs, des pères de famille, des mères de famille, voilà. C'est 95% d'hommes. Sur les derniers chiffres de 2024, le rapport de la CIMAD sur la rétention, on a une majorité de pays du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, ensuite la Roumanie, l'Albanie, la Géorgie, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. L'Algérie est en ce moment la plus représentée. C'est peut-être pas un hasard au vu du conflit, on va appeler ça conflit néocolonial entre l'Algérie et le conflit, on va dire, diplomatique entre l'Algérie et la France. Il y a sûrement un chantage là-dessus, puisque l'Algérie ne donne plus de laissez-passer aux personnes. Alors un laissez-passer, c'est quoi? C'est quand une personne est enfermée au CRA, si elle n'a pas de titre de séjour valide, la préfecture, donc l'État, doit demander au pays d'origine, au consulat d'origine, un laissez-passer pour qu'il puisse être accepté dans son pays. Donc voilà, il y a en ce moment, ça fait plus d'1 an maintenant que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer. Et quand même, le nombre d'Algériens enfermés dépasse, est à 30 au niveau national, est à pratiquement 32%. Dans l'Hexagone, à Toulouse, on est à 43%, donc ce qui est énorme. Qui sont les personnes enfermées? On a aussi les personnes qui sortent de prison, puisque l'objectif de l'État français est de renforcer la double peine, notamment avec la loi Asile et Immigration de 2024 et les circulaires de Retailleau de 2025, pour pouvoir donc expulser systématiquement les personnes qu'ils appellent délinquantes. On peut aussi rappeler pourquoi en prison on a 25% de personnes étrangères. Juste redonner des chiffres pour comprendre ça, c'est que déjà rappeler que les personnes non blanches sont plus contrôlées et interpellées par la police. Hein, on sait, c'est 20 fois plus. Mais ensuite, plus que les personnes blanches, donc. Et par rapport aux personnes françaises, les personnes étrangères risquent, par exemple, 3 fois plus de passer en comparution immédiate, 5 fois plus d'être placées en détention provisoire, et elles risquent 3 fois plus la prison ferme. Donc, il y a déjà les personnes étrangères sont beaucoup plus judiciarisées. Et à côté de ça, donc l'objectif est d'expulser. C'est-à-dire qu'une personne qui est étrangère et qui a commis un délit, peu importe lequel, ne peut pas, une fois qu'elle a payé sa peine, comme on dit en prison, elle doit être expulsée. C'est-à-dire que finalement, ça envoie le message que ce sont des délinquantes. Ces personnes sont des délinquantes à vie. C'est-à-dire que, voilà, contrairement aux personnes blanches qui, puisque la prison est censée, en théorie, a été inventée pour prétendument, c'est le discours qu'on a maintenant, prétendument réinsérer les gens. Voilà, mais c'est pas le cas pour les personnes étrangères. Sur les revendications des personnes à l'intérieur du CRA, il y a un mot qui est important, c'est la dignité, en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, les personnes n'arrêtent pas de dire qu'elles sont... et ça, c'est dans des témoignages qu'on a dans l'ensemble des centres de rétention, que ce soit vraiment dans toutes les villes, parce qu'il y a des collectifs dans toutes les villes, des collectifs anti-CRA dans toutes les villes, et c'est de dire on est considérés comme des animaux. Donc c'est cette animalisation que les personnes étrangères subissent. Donc elles vont justement dénoncer ce fait-là et dénoncer les conditions de vie. Par exemple, la nourriture qui est véritablement infecte, parfois périmée, etc. Donc voilà, les gens sont vraiment affamés. Elles revendiquent le manque de soins, les violences administratives et les violences policières. Elles les dénoncent. Et elle dénonce le racisme de la part de la police, de la part des juges, de la part des préfectures. Et évidemment, elles demandent à être libérées car elles estiment qu'elles n'ont pas à être enfermées pour des papiers. Donc, et ces personnes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles
elles luttent du matin au soir. C'est-à-dire qu'être dans un CRA, c'est être confronté toute la journée à la police pour n'importe quoi, pour manger, etc. Et donc, ces luttes-là, elles vont s'exprimer de différentes manières, par des grèves de la faim. Ce sont des luttes individuelles, parfois collectives, donc pour dénoncer les conditions et le racisme. Quand elles subissent des violences policières, elles essaient de déposer plainte, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. Et généralement, ça peut se retourner contre elles. Mais il y a des gens qui arrivent à s'évader. Et il y a assez régulièrement des feux qui sont allumés à l'intérieur des centres de rétention. Donc tout ça fait partie de la résistance des personnes à l'intérieur. Il y a aussi la résistance à la déportation, qui est très importante, comme on l'a vu, comme on le disait sur la personne qui a avalé des piles. Le refus d'embarquer dans l'avion. Donc une fois dans l'avion, les personnes résistent et elles peuvent justement à ce moment-là être descendues de l'avion parce que le pilote, le commandant de bord peut décider qu'il ne va pas décoller avec la personne dans cette situation-là. Du coup, nous, par rapport à ça, si on peut parler de revendication, notre position, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est qu'elle est anticarcérale. Donc ça va être ni CRA, ni prison, ni expulsion. Bon, voilà, on milite pour la fermeture des CRA. Et alors, pourquoi insister sur le fait que c'est une lutte anticarcérale ? Parce que d'abord, comme on l'a dit, ce sont des prisons, les CRA. Et aussi, le lien entre CRA et prison est évident. Parce qu'il y a énormément de personnes qui font des circuits quasi fermés entre CRA et prison pour diverses raisons juridiques. Parce que l'État a mis en place un système de mesures d'expulsion, etc., qui font que, par exemple, comme les ITF, les interdictions de territoire français, qui relèvent du pénal, donc on peut les personnes font de la prison très très facilement. Et voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'expulser les sortants de prison pour faire appliquer la double peine. Voilà, on l'a compris, la double peine, c'est le principe d'expulser les personnes qui ont fait de la prison. Et voilà. Et ça s'appuie pour finir, sur quelque chose qui est très important dans la loi Asile et Immigration, c'est la menace à l'ordre public, qui est une espèce de décision que peut prendre la préfecture de façon totalement arbitraire. Elle peut décider qui est une menace à l'ordre public. Par exemple, rouler sans assurance, être en voiture sans assurance, on peut se prendre une menace à l'ordre public. Voilà, ou la mendicité. Donc, cet élément-là, donc c'est totalement arbitraire et donc, ça va être très largement utilisé pour pouvoir enfermer en CRA, pour pouvoir expulser, etc. Et puis aussi, la menace grave à l'ordre public, elle va enlever les catégories protégées qui avaient été faites pour les personnes, par exemple, de parents français, qui sont en France depuis très longtemps, etc. Donc, cette menace grave à l'ordre public, elle fait sauter tout ça. Et du coup, les personnes sont de moins en moins protégées et font face à l'arbitraire des préfectures comme jamais depuis la loi Asile et Immigration de 2024. Pour rebondir, pour préparer cette émission, j'ai écouté pas mal de podcasts et en effet, les personnes qui sont enfermées, ce sont des personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui travaillent, qui ont des familles, qui ont leurs enfants et qui se disent, en fait, ça détruit nos familles, ça détruit leur vie. Ils ont travaillé là et en fait, au fil de toutes les lois, au bout d'un moment, se sont retrouvés en situation d'illégalité, je mets des guillemets ici, et fait que vont se retrouver dans les CRA. Pour clarifier ce que tu dis sur les mesures... la menace à l'ordre public, en fait, c'est une menace à l'ordre public, c'est arbitraire parce que dans la loi, il y a aucune description de ce que représente une menace à l'ordre public. Donc, ça va relever soit des policiers, soit de la préfecture, comme tu disais, etc. Ce qui est volontairement flou, en fait, je rebondis dessus parce qu'en fait, les personnes qui vont, les législateurs qui vont écrire ces lois, c'est une volonté d'être aussi flou pour que ce soit interprété, du fait de l'utiliser comme un moyen de répression et de judiciarisation de la loi
pour enfermer en fait qui on veut. On l'a vu aussi notamment avec les manifestations. On peut se prendre une garde à vue si on a des lunettes de piscine ou du sérum phi, ou même si on est allé manifester, qu'il y avait une interdiction de manifester pour des rassemblements même dits pacifiques. Enfin, on peut quand même être arrêté et ça s'est étendu aussi à d'autres franges de la population. Et du coup, c'est des lois qui permettent l'enfermement arbitraire. Et du coup, moi, je trouve que ça montre ce continuum dont tu parlais tout à l'heure. C'était police, justice et les législateurs, en fait, et les prisons et les CRA, tous, en fait, sont interconnectés et fonctionnent ensemble pour maintenir un certain ordre social et racial établi. Et il y a un vrai choix des mots qui est fait aussi. Vous parlez de déportation, d'expulsion. L'État parle de mesures d'éloignement, par exemple. Et en fait, voilà, c'est un peu caché, enjolivé. Il y a une vraie volonté d'invisibiliser en fait ce qui se passe réellement dans les CRA. Il y a une série de podcasts d'Arte qui a été faite par la CIMAD où ils ont enregistré de façon cachée. Ils ont dû cacher le micro dans un carton pour interviewer en fait les personnes qui étaient enfermées. Et parce que ils risquaient d'avoir des problèmes avec la police aux frontières qui était présente dans le CRA du Mesnil-Amelot. Sur le choix des mots, déjà, le hangar d'Arenc, qu'au début on parlait de centre d'hébergement. C'est aussi des termes qu'on retrouvait pendant la colonisation algérienne. Donc oui, c'est super intéressant l'utilisation d'euphémismes pour pas dire ce qui se passe réellement. Et je sais pas, j'avais aussi envie de rebondir sur ce truc de... Effectivement, il y a beaucoup ça qui revient de... On est traité comme des chiens, on est traité comme des animaux. Donc le processus d'animalisation... J'y repense parce que hier, j'étais à un événement antispéciste et je relisais un extrait du livre de Kauta Archi, Ainsi l'animal et nous. Donc elle part du postulat que à partir de cette domination première de l'homme sur l'animal, ensuite ça va permettre ce processus d'animalisation de certaines populations pour les traiter comme les animaux. Et elle part de ces vies qui servent à quelque chose ou qui servent à quelqu'un. Ce côté utilitariste. Et je repensais, tu vois, pareil au hangar d'Arenc avec le fait que au début il y a quand même besoin que des Algériens viennent parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre immigrée. Et donc, on va voir les corps qui pourront servir et les corps qui peuvent pas servir. Et donc, je trouve que c'est assez frappant aussi. Voilà. Tout à fait. Et puis, rappeler aussi pourquoi à ce moment-là, les Algériens ont, en 1963, donc après l'indépendance de l'Algérie, pourquoi les Algériens viennent travailler en France ? Mais parce que tout simplement, la France, quand elle a été jetée par la révolution algérienne, qu'est-ce qu'elle a laissé ? Elle n'a rien laissé, en fait. Elle a laissé 80% d'analphabètes. Elle a laissé 3 millions de personnes déportées qu'on a mis dans ce qu'on appelle des camps de regroupement. Donc, c'était des camps de concentration pour pouvoir lutter contre le FLN, c'est-à-dire enlever tous les villageois de leurs terres et les concentrer donc, dans ces camps-là. Donc, et donc les personnes étaient dans une misère noire, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait les personnes venaient en France pour pouvoir travailler. Et elles étaient donc accueillies avec justement dans ce continuum qui est le camp, cette prison clandestine d'Arenc. C'est vraiment une suite de l'histoire et du traitement colonial des personnes et qui perdure aujourd'hui, hein, parce que voilà, aujourd'hui, les CRA, on peut vraiment voir ça sous cet angle-là. Sous cet angle-là, point. Moi aussi, je fais ça. La fin de ma phrase, je reste en haut. Sinon, je n'arrête plus. Ouais. On va faire une pause musicale avec l'artiste Moses Sumney. Moses Sumney est un auteur, compositeur, interprète américano-ghanéen. Son univers mêle soul, folk et art pop. Rank and File est une chanson de protestation inspirée par une manif contre les violences policières aux États-Unis. Elle utilise des rythmes martiaux, des techniques vocales issues du gospel et des chants de manif et des images de police pour dénoncer l'autorité, le racisme institutionnel et le conformisme social. On écoute Rank and File. Watch them assemble, looking for trouble.
marching formation, march for a nation. I don't care what I've been told. This police state is much too cold. Cut from crooked cloth and more. This police state is much too old. Puppets erect with batteries set. They charge for a while, fall right in rank and file. And when they forget the week of the checks, they get really right, fall right in rank and file. They fall right in rank and file. They fall right into rank and file. Fall right in rank and file. They fall right into rank and file. Now watch how they tremble without credential. Orders they follow, skin deep and hollow. The governing master to their hip is plastered. They protect and serve us, but murder's not serve us. Now I don't care what I've been told. To kill so quick as animals. Care what they might say. It's gonna come back around one day. Puppets erect with batteries set. They charge for a while, fall right in rank and file. When they forget that week of the checks, they get really wild. Fall right in rank and file. Fall right in rank and file. Fall right into rank and file. Fall right in rank and file. Fall right into rank and file. Fall right in rank and file. Fall right into rank and file. Fall right in rank and file. Fall right into rank and file. If we're making nervous, what is your purpose? Worship your trigger and ignore the figures. Tumbling into rank and file and crumbling into rank and file and stumbling into rank and file and mumbling.